Et à tous et bienvenue à ce webinaire comment attirer et retenir ses talents. Et je dirais même les talents, ce webinaire consacré, je dirais même plus à la guerre des talents. Face à des candidats de plus en plus exigeants et rares, quelles sont les stratégies des recruteurs pour faire venir ces talents et les retenir? Parce que c'est une chose de les faire venir, c'est une autre chose de les fidéliser et de les faire rester dans la durée. Alors, c'est un sujet pour les jeunes diplômés ou même les plus expérimentés, hein, ce dont on vient de parler. On change volontiers d'emploi en replaçant sans doute beaucoup plus qu'avant ses valeurs, ses attentes, son épanouissement, tout simplement la volonté de changer de vie. Alors, c'est beaucoup plus dur à gérer pour les RH et les DRH. Quelques spécialistes sont sur ce webinaire qui doivent faire face à des changements sociétaux comme le télétravail ou une transformation digitale qui apporte des nouveaux comportements, sans compter bien entendu les enjeux d'impact, d'empreinte et plus globalement de RSE qui changent les relations de l'employeur aux salariés ou aux collaborateurs. Donc, on a beaucoup de questions, hein. Le débat va être dense. Nos invités, Philippe Vallot, vous êtes associé consulting RH et SIRH chez KBMG. KBMG, oh là là, KBMG. Capgemini, attention. KBMG, petit cabinet de conseil. Vous nous présenterez une étude sur le futur des fonctions et l'expérience employée est très intéressante. Xavier Chauveau, directeur des talents et parcours intérimaire chez Groupe Partenaire. Partenaire ou oui, partenaire, on dit. Hein. Partenaire, on dit, oui, tout à fait. Et outre l'intérim, on fait aussi du recrutement. On se définit plus comme une entreprise familiale qui intervient sur le marché de l'ingénierie RH. Virginie Chevriot, responsable attractivité et marque employeur chez Saint-Gobain, petite entreprise mondiale de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Bienvenue Virginie. Merci. Et mon confrère Laurent Pillet, directeur général associé chez Newstank RH. Bonjour Laurent. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que ça fait longtemps que vous adressez ces problématiques RH et vous servirez un peu d'aiguillon pour commenter et parfois apporter votre regard aiguisé, j'en suis sûr, sur tous les mouvements qui s'opèrent sur ce marché RH et sur ce marché d'emploi tout simplement, et notamment sur les jeunes talents. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire parce que vous avez déjà produit beaucoup de choses. Philippe, j'ai dit qu'on allait commencer avec vous, si vous êtes d'accord, parce que j'ai imprimé, vous m'avez envoyé une étude quand on préparait, bon, j'ai imprimé que le résumé, hein, parce qu'évidemment, hein, elle faisait 150 pages. Alors, en quelques minutes rapides, la synthèse sur l'étude que vous aviez réalisée sur l'expérience employée, qui est passionnante parce que c'est des chiffres saillants. Oui, tout à fait. En fait, tout est parti d'un constat qu'on a pu mener il y a quelques mois, quand on allait voir nos clients grands groupes ou ETI, PME. Finalement, sur le sujet qui est celui du webinaire, c'est finalement comment attirer mieux et retenir les talents. Le sujet qu'on a rapidement vu avec ces clients, c'était se dire comment on repense l'expérience employée. Donc, on s'est dit, c'est important d'aller voir ce que disent les collaborateurs, ce que pensent les collaborateurs, et aussi aller interroger des DRH, des académiques aussi, sur comment ils voyaient ce sujet-là. Donc, ça a été le point de départ de cette étude. Et on a fait une étude en 2 temps, en fait. Tout d'abord, en allant faire une enquête terrain avec Via Voice, qui a été interrogé, alors 2000 salariés représentant le salariat dans le secteur privé, pour aller les questionner sur leur relation à leur travail, à leur employeur, à leur manager, leur vision finalement de post-Covid, comment ils voyaient finalement le lieu de travail. Donc, on a posé 70 questions pour ensuite servir de base à une analyse beaucoup plus qualitative. Et on a travaillé avec un de vos confrères, le journal Uzbek Erika, qui nous a aidé justement à détricoter ce sujet-là en allant chercher là aussi des angles un peu différents de celui qu'un cabinet de conseil peut faire. Et le résultat, c'est cette étude, alors, ce qu'on appelle nous-mêmes un magazine, parce que finalement, ça a été fait grâce à des journalistes. On a effectivement à peu près un peu plus d'une 40aine de pages qui adresse finalement ce sujet de comment on voit l'expérience employée aujourd'hui dans des organisations ou comment les employés le voient. Alors, peut-être pour venir sur le contenu et pour lancer un peu les débats, en fait, nous, il y a des choses qui nous ont semblé étonnantes quand on a lu les premiers résultats. Déjà, d'une part, le fait que les salariés qu'on avait interrogés, alors encore une fois, qui sont représentatifs de la démographie des salariés dans le privé, hein, tout type d'entreprise, toute seniorité, des employés, des managers, des directeurs, etc. Donc, vraiment représentatif de ce qu'est le salarié en France. Donc, quand on aura posé… Est-ce que vous pourrez mettre à disposition cette étude pour nos… Alors, elle est disponible sur notre site, mais s'il y a un moyen de la repartager par ailleurs… Non, mais vous faites dans le chat, vous répondez, vous faites… J'enverrai le lien.
parce Ouais, qu'elle très est bien. passionnante, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Et puis, on a essayé de faire une étude plus française que ce qu'on a habituellement dans des cabinets comme le nôtre. On a des grandes études mondiales qui sont intéressantes et de valeur, mais on s'est dit, et nos clients français nous disaient, on aimerait bien quelque chose qui soit proche de nos problématiques et qui leur permette de comprendre aussi ce que les salariés français, du coup, peuvent ressentir. Donc, d'ailleurs, si je reviens sur les points un peu saillants qui sont montés, et le premier étonnement qu'on a eu en voyant l'étude de ViaVoice, c'était la question de la relation au travail et la relation à l'employeur. Et ça a été là aussi un des points de départ de certains articles que vous pourrez lire dans le magazine. C'est finalement, on avait quasiment 80% des salariés qui étaient satisfaits de leur travail. Finalement, ce qu'ils font au quotidien les satisfait. Par contre, quand on leur a posé la question de la satisfaction vis-à-vis de l'employeur, là, le constat était un peu moins dithyrambique, j'allais dire. Et on n'avait que 17% des salariés qui étaient promoteurs de l'entreprise, qui pouvaient recommander auprès de leurs proches leur entreprise. Donc, on a fait vraiment comme on le ferait dans une étude vis-à-vis d'un client, ce qu'on appelle un Net Promoter Score. On a fait la même chose pour les collaborateurs et on se rendait compte que cette, je dirais, attachement à l'entreprise est nettement moins fort. Donc, ce qui renforce ce sujet de l'expérience, comment on arrive à réengager finalement les collaborateurs dans finalement ce qu'est leur entreprise et l'engagement dans une communauté qui est celle de l'entreprise. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a eu une baisse de satisfaction. Donc, il y a une dégradation de cette satisfaction qui est plutôt bonne sur le travail, pas très bonne sur l'employeur, mais il y a en plus une dégradation depuis les 3-4 dernières années avec l'effet Covid. Et quand on a interrogé finalement comment ces salariés voyaient les perspectives, là aussi, les perspectives étaient plutôt à la baisse. Donc, ça montre bien qu'il y a la nécessité d'un réengagement pour finalement être capable d'attirer des futurs collaborateurs, des candidats, mais aussi de retenir les meilleurs et d'engager finalement les collaborateurs pour finalement créer une dynamique positive dans l'organisation. Peut-être d'autres points un peu au moins de manière Oui, parce que en fait, c'est plein de paradoxes, hein, votre étude. C'est ça qui est passionnant, c'est que évidemment le RH trouve toute sa place puisqu'il faut arbitrer entre des injonctions extrêmement contradictoires. On est plutôt satisfait, mais on n'est pas épanoui. Puis je vois, on est plutôt 75% des salariés se disent satisfaits du sens de leur travail. Donc on est un peu perdu. En même temps, c'est ça les études. Ouais. Et d'ailleurs, on reviendra sur le sens de le sens dans l'organisation après, mais finalement, un des points qui était aussi intéressant dans l'étude, c'était le besoin de flexibilité qui était déjà existant pré-Covid, mais qui s'est renforcé avec une généralisation du télétravail. Et on s'est rendu compte dans l'étude que les gens qui ont accès au télétravail sont bien plus satisfaits que ceux qui n'y ont pas accès. Alors, c'est à modérer aussi, parce que quand on regarde le nombre de postes qui sont télétravaillables, les études montrent qu'on est à peu près à 50% des postes, si on regarde toutes les entreprises, qui sont télétravaillables. Et aujourd'hui, on a à peine un quart des employés au global qui télétravaillent effectivement. Donc, c'est qu'une proportion non majoritaire de l'organisation, mais c'est une population qui a une satisfaction plus élevée. Du coup, on a creusé un peu le sujet dans l'étude en allant chercher quels devaient être finalement les autres leviers de flexibilité que les employés attendraient. Et là, ce qui était intéressant, c'est aussi les aspects de flexibilité sur les horaires, sur les jours de travail. Et il y avait finalement des ratios intéressants finalement parce qu'on se rendait compte qu'il y avait presque pas loin de 50% des salariés qui avaient été interrogés qui seraient prêts à avoir une semaine de travail sur 4 jours en travaillant avec la même charge de travail que 5 jours. Ça veut dire que les gens se disent, on a besoin de la flexibilité, on veut adapter potentiellement notre temps de travail pour pouvoir finalement aussi se consacrer à d'autres choses dans notre quotidien. Donc ça, c'était aussi un autre point intéressant et ce besoin de flexibilité qui va finalement bien au-delà du télétravail. Et là, on le voit, on y reviendra, les organisations, les entreprises prennent ce sujet à bras-le-corps pour voir comment on accompagne un peu mieux ce mouvement vers la flexibilité. Point important aussi qu'on a pu voir, c'est la relation au manager. On a beaucoup interrogé les salariés dans ce cas de cette étude sur la relation qu'ils avaient au manager. Qu'est-ce qui était attendu finalement du manager? Un premier point, et alors ça ne concerne pas que les managers, mais l'organisation de manière globale, c'est une sensation de manque d'écoute. Finalement, on n'est pas écouté dans son quotidien, c'est-à-dire qu'on va faire son travail, mais on n'a pas une écoute et une réponse peut-être à des attentes qui sont les nôtres. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est un point clé pour les managements et l'organisation, encore une fois, de manière globale, sur la façon dont on peut être plus en prise directe avec les attentes des collaborateurs. Et deuxième point important dans cette relation au manager, c'est la reconnaissance. On parle souvent de la rémunération et je sais que c'est un des sujets qu'on va aborder, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les collaborateurs aujourd'hui, et vous le verrez quand vous lirez l'étude, il y a un certain nombre de verbatim. On n'a pas seulement été chercher des chiffres, mais on a interrogé des gens qui représentent ce salariat. Et ce qui est intéressant de noter quand on lit finalement tout ce que ces gens nous ont dit,
ce qu'ils attendent, c'est la reconnaissance. C'est bien sûr une rémunération, mais c'est aussi une écoute, une attente, enfin une réponse aux attentes et une reconnaissance du travail qui est effectué. Donc, c'est comment on arrive finalement à mieux connecter le manager avec son équipe, avec son collaborateur, etc. Philippe, j'ai l'impression qu'on pourrait faire la conférence à nous deux. Pardon. Mais peut-être. Non, c'est bien. Juste un dernier chiffre me permet de le donner. C'est quand même que presque un collaborateur, un salarié sur deux déclare enclin à accepter la semaine de 4 jours. C'est quand même un mouvement de fond qui s'opère. Oui, c'est intéressant. On voit bien, mais là, toutes les personnes qui sont là sont à bien plus que 5 jours par semaine chez KPMG avec la flexibilité. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais eu vos RH et j'avais vu le nouveau contrat pour embaucher les jeunes collaborateurs qui est autour de la bienveillance, de l'écoute. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on prend comme pincette maintenant pour parler à des jeunes diplômés pour les faire venir? Blague à part, nous-mêmes, on se transforme parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs… Vous êtes devenu sympa. Non, mais nos clients travaillent des fois beaucoup plus que nous. Pourquoi? Parce que moi, si je fais travailler mes consultants jour, nuit, week-end, etc., ils s'en vont en fait. Donc, on a vraiment adapté… Ne dites pas ça. Allez, Xavier, quelques chiffres aussi, parce que tout ça, évidemment, ce dont on parle, c'est parce qu'il y a une pénurie, il y a de la tension sur certains métiers, et vous avez une fenêtre, vous, d'observation assez idéale sur ces métiers en tension. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir déjà par rapport à l'étude qu'en effet Philippe Vallot vient de nous présenter en quelques chiffres, et cette étude qui est intéressante de KPMG. On voit bien qu'en effet, pour les entreprises, l'attractivité des talents, finalement, c'est un véritable défi stratégique pour assurer leur développement, puisqu'elles doivent non seulement recruter de nouveaux collaborateurs, mais aussi fidéliser les talents actuellement en poste. Et au niveau de nous, du groupe partenaire, comme on a 200 implantations au niveau national, on a une vision un peu territoriale, en fait. Et on voit que les défis de recrutement, elles concernent aujourd'hui toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, pas uniquement les entreprises donc, comme on a autour de la table, qui font travailler énormément de personnes, mais toutes les tailles, dans tous les secteurs d'activité, et vraiment sur, je crois, l'ensemble des territoires. Je crois qu'il n'y a pas un territoire qui est épargné. On s'est lié certainement aussi au taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas que depuis 1982. Et juste de chiffres au niveau peut-être justement des agences d'emploi, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle aujourd'hui, c'est que nous faisons travailler chaque année en France près de 3 millions de personnes, et on constate que la guerre des talents, elle touche aujourd'hui des métiers complètement diversifiés, bien entendu, par rapport à KPMG, des gens qui sont dans des bureaux, mais aussi les gens qui sont sur des sites de production. Et ça, c'est quelque chose peut-être pas de nouveau, mais en tout cas qui se tend de plus en plus. Et au niveau de l'intérim, qui aujourd'hui est la deuxième forme d'emploi finalement après le CDI, on a défini une 50aine de métiers en fait qui sont des métiers à enjeu. Métiers en jeu parce que des métiers en mutation, des métiers en tension, des métiers où il y a des nécessités justement de trouver du monde. Et ça, c'est vraiment dans tous les secteurs, le service, le BTP, la logistique, l'industrie. Donc aujourd'hui, je crois qu'on l'étude est disponible? Comment? L'étude sera disponible? Alors, c'est des études qui ont été faites au niveau de l'Observatoire du travail temporaire et de l'intérim, du recrutement, l'OIR, donc disponible en ligne. En effet, au niveau de… si vous pouvez mettre le lien comme Philippe tout à l'heure, ça arrangera tous nos internautes. Nous aussi, on soigne l'expérience de nos visiteurs, de nos internautes. Parfait, mais je la mettrai en ligne sans problème. Virginie, alors nous, on s'était dit que pour débuter, vous nous donneriez un petit éclairage sur comment on écoute les collaborateurs quand on est sur une vision mondiale, un marché mondial et puis des entités un peu partout. Oui, alors en fait, je rejoins en effet Philippe que l'écoute est la clé en fait pour bien comprendre les collaborateurs. Et chez Saint-Gobain, on met en place chaque année une étude qui s'appelle MIAD Saint-Gobain, qui est une étude faite par un grand cabinet externe qui est fait auprès de nos 170 000 collaborateurs dans le monde et qui nous permet en effet d'évaluer les thématiques équilibre vie pro, vie professionnelle, également sur des thématiques liées au management, à la communication
et du coup, en effet, mesurer plus précisément le bien-être de nos collaborateurs au travail. Donc, ça, c'est des indicateurs qui sont riches pour nos RH et qui nous permettent d'être dans un processus continu d'amélioration pour travailler les thématiques sur lesquelles nos collaborateurs se donnent de la voix et sur lesquelles il faut du coup être vigilant et adapter nos process pour être au plus près de leurs attentes. Donc, ça veut dire que vous avez mis en place un baromètre, c'est ça? Et c'est de la data, en fait, qu'il faut faire remonter en temps réel. Un baromètre, en effet, et qu'on fait annuellement. Et ça, c'est quelque chose qui nous est cher et auprès des 170 000 collaborateurs. Et bien sûr, derrière, ça donne lieu à des comptes rendus et qu'on commente avec nos collaborateurs. Et ça met en place derrière des groupes de travail pour travailler sur toutes les thématiques que vous avez évoquées, flexibilité, qualité de vie au travail, sens du travail. Et la contrainte, j'imagine, c'est aussi quand des choses remontent, de ne pas attendre 6 ans pour mettre en place des correctifs, des évolutions. C'est avoir cette sensation, on parler d'écoute. Ils ne sont pas écoutés, ils se plaignent de ne pas avoir d'échange. Là, si il y a trop de temps entre les remontées terrain et les actions, je pense que ça pose un sujet. Ah oui, la temporalité est vraiment importante et l'idée, c'est d'être en effet réactif et de ne pas en effet tomber dans des groupes de travail usines à gaz qui ne délivrent pas ce sur quoi on est attendu. Donc, en effet, il faut être plutôt dans l'action. Ça crée de la distance en plus. Ah là là, le siège a encore décidé un truc et on ne voit rien venir. Laurent, ce qui est intéressant, c'est que vous, quand on préparait cette émission, vous me disiez, mais en plus, les grandes entreprises, tous les secteurs ont été impactés par une génération, le monde de la start-up. Tout ça, ça a bousculé tous les codes. Ah mais exactement, et on entend beaucoup, les attentes des candidats ont changé. Mais concrètement, ça veut dire quoi, un changement d'attente? Parce qu'on parle beaucoup, mais j'aime bien avoir des faits concrets. Donc moi, ce que je fais régulièrement, je lis des offres d'emploi pour voir vraiment ce qu'on propose aux candidats. Et ce que je dis à tous les recruteurs ou tous les RH qui nous écoutent, est-ce que vous passez un petit peu de temps chaque semaine pour regarder les offres d'emploi? Parce qu'on y apprend des choses, mais ultra intéressantes. Là, j'ai imprimé une offre d'emploi d'un éditeur de logiciels CRM pour PME qui est à la station F. Et c'est une offre d'emploi qui est à pourvoir actuellement. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas des tendances qu'on voit aux États-Unis, c'est en France. Et vous, recruteurs, vous êtes en compétition avec cette start-up. Et je vais vous donner 5 éléments. 5 éléments dans cette offre d'emploi qui plaisent aux candidats d'aujourd'hui. Premier élément, le temps de travail. Contrat à temps partiel possible. 3 jours, 4 jours, 4 jours et demi. Comme ça, si on a d'autres projets à côté, on est flexible. Deuxième élément, 1 mois par jour de RTT, en plus des 10 jours de RTT, pour travailler sur des projets perso, du freelancing ou de l'associatif. Une journée par mois. Une journée par mois, en plus des RTT et des vacances, à consacrer à un projet perso. Donc ça plaît beaucoup, ça permet de s'investir dans une association. Au niveau de la flexibilité du temps de travail, et c'est mon troisième point, full remote possible. On peut travailler de partout dans le monde, il faut simplement 2 jours par mois à Paris dans les bureaux. Et quand on est dans les bureaux à Station F, prise en charge du billet de train, du logement, de la nourriture. Donc ça donne une vraie flexibilité. Et ce n'est pas fini. 4e point, l'équipement. La personne, dès qu'elle signe son contrat de travail, elle a 400 € qui lui est donné pour s'équiper avec un support d'ordinateur, un écran, un clavier, des pochettes, une bonne chaise. Donc tout ça, c'est pour vraiment avoir de la qualité. 5e point, dans le package salarial, on donne 200 € par an pour la culture, utilisable pour payer Netflix, Deezer ou autre. Parce qu'on veut que le candidat soit bien, et s'il est bien, il doit avoir une vie culturelle épanouie. Allez, puis un dernier petit point quand même pour ceux qui sont full remote. Et la cerise sur le gâteau, qu'est-ce que c'est? 25 € par mois d'un abonnement thé-café via Maxi Coffee. Parce que c'est vrai que les employés qui sont au bureau, ils ont le café gratuit. Ceux qui sont en full remote, ils doivent payer leur café. C'est injuste. Donc là, vous voyez bien que quand moi, je vois des recruteurs qui me disent « Nous, on a des avantages chez nous, on a des tickets restaurants, on rembourse le pass Navigo et on a une mutuelle », je dis « Non, ça, ce n'est pas des avantages, c'est la base, tout le monde les a. Ne les mettez pas dans les offres d'emploi, mettez vraiment dans les offres d'emploi des éléments qui répondent aux attentes des candidats aujourd'hui. » Et Philippe, pourquoi vous rigolez? Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est très bien. D'abord, est-ce que vous regardez les offres d'emploi, vous? On essaye. Vous savez, souvent, alors, plus celles de mes clients que les nôtres, parce qu'on est souvent interrogé, on fait des diagnostics de processus de recrutement chez nos clients et justement,
On va leur montrer ce que font les concurrents, ce que font des startups, etc. Parce que c'est souvent éclairant, parce qu'eux-mêmes ne font pas cet exercice que Laurent vient de faire avec brio. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'évoquait Laurent, c'est que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un sujet de rémunération, il y a un sujet finalement d'avantages à côté. Comment finalement on donne d'autres perspectives que simplement un bon salaire. Parce qu'un bon salaire, on peut l'avoir dans un grand groupe, mais ça ne va pas remplacer ce qu'on va voir tel que l'évoquait Laurent. Peut-être un point, nous, qu'on a vu de manière globale chez nos clients et ce qu'on a vu aussi dans l'étude, il y a quand même, et on parlait du remote working, quand même un sujet de la communauté, comment on crée du lien entre les gens, parce que l'accès au remote working est important, mais il y a un sujet de comment on recrée finalement des rituels et un environnement de travail aussi collaboratif, parce que ça peut être le pendant du remote working, cette perte finalement de lien social qui est quand même souvent aussi demandée par les collaborateurs. Mais effectivement, je souriais parce que on se rend compte que l'enjeu, il est plus sur j'ai un poste à gérer comment dire, avec une reconnaissance externe en termes de valorisation, mais aussi des choses très, très pragmatiques du quotidien qui sont des points sur lesquels les gens sont attachés, en fait. Mais moi, j'aimais bien parce que quand j'avais rencontré votre équipe RH, il me parlait de l'autre contrat. Vous avez une sorte de contrat. Vous avez inventé un nouveau type de relation avec les jeunes collaborateurs. On va continuer avec Virginie, si vous me permettez, Philippe. Alors, Virginie, ça bouscule ce qu'a dit Laurent. Oui, non, c'est vrai. En fait, clairement, les gens sont attachés à ce que l'entreprise va pouvoir offrir, autre, en effet, qu'une mutuelle et un pass Navigo. Ça passe par les avantages qui ont été énumérés par Laurent, mais ça passe aussi par d'autres choses. On le voit, les candidats sont aussi très attachés à l'engagement de l'entreprise dans des projets d'engagement collaborateur autour de l'environnement, de l'associatif. Ça, c'est des thématiques aussi qui sont assez nouvelles, en tout cas qui émergent de plus en plus. Et ça veut dire que du coup, l'entreprise doit en effet repenser ses façons de recruter. On parlait des offres d'emploi de Laurent, mais ça passe aussi par revoir les entretiens de recrutement. Clairement, maintenant, nos RH, c'est plutôt des entretiens inversés. On a affaire à des candidats qui posent des questions à nos RH. Et donc, en effet, il faut être préparé à argumenter autour de toutes ces thématiques, flexibilité, qualité de vie au travail, tous les avantages sociaux qu'on est capable d'offrir à nos collaborateurs, et puis tout le sens qu'on est capable de mettre autour des projets d'entreprise et l'engagement même de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes externes. Je me pose la question d'ailleurs pour une société qui est face à la décarbonation de manière intense aujourd'hui. Est-ce que les nouvelles générations qui viennent devant vous, alors vous avez dit on a inversé l'entretien, mais demandent des gages sur ce sujet-là beaucoup plus qu'avant? Clairement. Et encore une fois, je vais vous donner un exemple. Ce week-end, j'étais sur un événement marque employeur Saint-Gobain, qui est la Saint-Gobain Football Cup, qui est un événement dédié aux étudiants. Et donc, on jouait la Super Coupe. Donc, qui a gagné le tournoi ultime, ce fut l'EM Grenoble et l'INSA Lyon chez les filles. Donc, deux belles écoles de commerce et écoles d'ingé qui ont remporté ce tournoi. Et clairement, les jeunes m'ont posé la question, Saint-Gobain, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Et donc, ils attendent des preuves de notre part sur notre objectif de neutralité carbone. Et ça, en fait, ils sont hyper chers à ce qu'on ait un discours transparent et authentique sur ce qu'on fait et qu'on soit aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ça, il n'y a rien de pire pour une marque employeur de ne pas être raccord entre notre communication et ce que les collaborateurs disent en interne et ce qui va rejaillir auprès des candidats quand ils passent des entretiens chez nous. Donc là-dessus, c'est en tout cas une des attentes prioritaires de nos candidats actuels et notamment chez les jeunes générations, c'est cet engagement assez fort de la part des entreprises. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de greenwashing. Vous serez démasqués très vite, en fait, c'est ça. Clairement, là-dessus, ils sont hyper pointilleux et très informés. Et du coup, je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire pour une marque que de ne pas être aligné avec ses discours. Xavier, alors avec le monde de l'intérim, on est dans une perspective un peu différente puisqu'il n'y a pas un CDI forcément à la clé, il y a aussi des missions. Est-ce que, pour autant, cette relation au travail, elle évolue comme ça, dans ce sens ?
Oui, elle évolue comme ça et je pense qu'aujourd'hui, alors si je parle de nos salariés permanents, je vais vous donner un exemple. On met par exemple en place le mécénat de compétences. C'était pour rebondir par rapport à ce que disait Philippe Vallot tout à l'heure. Concrètement, chaque collaborateur demain qui est en CDI va pouvoir disposer de 2 jours dans l'année pour partager son savoir-faire, donc avec des associations et ça les fait grandir et ça crée un lien plus solide avec l'entreprise. Donc là, on est même après l'attractivité, on est dans la fidélisation déjà, mais bon, la frontière, elle est mince entre les deux de toute façon. Et typiquement, voilà, 77% de nos salariés qu'on a pu interroger derrière admettent que ça augmente quelque part leur attachement à l'entreprise. Donc je pense qu'en effet, ce que vous disiez, c'est qu'il faut une honnêteté, une transparence entre ce qu'on propose au niveau RSE et ce qu'on fait derrière. Et pour en venir à votre question sur la partie intérimaire, oui, nous, aujourd'hui, on essaie de proposer du service plus, c'est-à-dire que quelque part, on a bien entendu tout ce que va proposer notre client. Donc, quand on va déléguer nos intérimaires chez nos clients, donc ça, on va l'évoquer et ça va faire partie de l'offre d'emploi où, bien entendu, on va mettre en avant tous les avantages. Mais nous-mêmes, au niveau du groupe, par exemple, on va mettre des accès à des plateformes avec du contenu digital pour que les personnes viennent s'inscrire chez nous plutôt que chez d'autres, typiquement. Donc, ça joue aussi au niveau de l'attractivité. On va mettre des solutions nouvelles de mobilité avec des plateformes de covoiturage, par exemple, etc. Donc, on essaie de trouver aujourd'hui, c'est ce qui va… Voilà, on va essayer de se démarquer pour avoir une attractivité vis-à-vis d'un public intérimaire et d'essayer de répondre finalement à… Juste une question. Xavier, est-ce qu'il y a une différence à Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5? Il y a des attentes qui varient en fonction du niveau. Enfin, peut-être vous disiez des gens de chantier, il y a des gens de grande école. Voilà. Quelle est la relation par rapport à ces attentes? Alors, des différences, oui, il y en a automatiquement. Maintenant, je pense que, si vous voulez, quand on a un entretien, je pense que le mode conversationnel qu'on avait tout à l'heure, dont on parlait, la prise en compte de l'individu dans sa globalité, je dis bien dans sa globalité, par rapport aux attentes, et c'est un peu le discours qu'on tient vis-à-vis de nous, par exemple, de notre chargé de recrutement, c'est soyez à l'écoute de la personne qui va franchir, par exemple, le pas. Quel que soit son niveau. Quel que soit son niveau. Et ça, je pense que voilà, l'individu, il faut la prendre dans sa complétude, dans sa globalité, pour pouvoir répondre et pour lui apporter une trajectoire. Et nous, là-dessus, on a vraiment, justement, en termes de trajectoire et de formation, si vous voulez, l'objectif, c'est de l'individualisation, finalement, des parcours. À la fois en fonction de l'expérience, mais aussi des parcours de vie. Donc, on prend tout ça en compte, et quel que soit le niveau d'études. Laurent, moi j'ai l'impression, le mot qui me vient, alors comme bon journaliste, j'ai le sens de la formule comme vous, le pouvoir a changé de camp. C'est un peu le sens de l'impression qu'on a. Exactement, et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est encore dans notre monde d'avant, on est dans notre ancien logiciel. On n'arrive pas à convaincre nos directeurs, convaincre les COMEX, convaincre les CODIR que la donne est totalement différente. Et je voudrais rebondir sur un point qu'a dit Virginie et Xavier qui sont très intéressants. Chez Newstank RH, on a une dizaine de journalistes, donc on suit vraiment toutes les études. Et il y a une étude la semaine dernière qui a été publiée par le réseau social LinkedIn qui m'a fait sauter de ma chaise. Ils ont étudié les nouveaux embauchés. Et 53% des nouveaux embauchés se déclarent extrêmement déçus par le choix qu'ils ont fait en allant dans leur entreprise. Tout simplement parce qu'on a travaillé pendant des années la marque employeur, on a fait de belles promesses, on s'est vraiment fait très beau pour convaincre les candidats, mais on a oublié de travailler l'onboarding, c'est-à-dire les premières semaines du collaborateur dans l'entreprise. Et finalement, la déception est terrible. On a beaucoup de candidats qui viennent dans l'entreprise avec plein de bons espoirs, j'ai fait le bon choix, et finalement, quand ils se rendent compte que le quotidien ne correspond pas à ce qu'on leur a vendu, c'est la déception. À tel point que 25% des nouvelles recrues partent. Des fois, les nouvelles recrues partent sans donner de nouvelles. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Du jour au lendemain, ils ne viennent plus parce qu'ils vont chercher une autre offre d'emploi. Donc vraiment, moi, le conseil que je donne pour retenir ces talents, faites attention au onboarding. Ne faites pas des promesses dans le recrutement que vous ne tenez pas. Et faites très attention que les 3 premiers mois de nouveaux collaborateurs soient extraordinaires. L'expérience des nouveaux arrivants doit être unique. Et ils doivent être
bien accueillis, le matériel doit être prêt, ils doivent avoir un parcours d'intégration bien défini, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, un peu comme quand on arrive dans un club de vacances où on a un programme des activités, programme des animations. Combien de fois on a encore des nouvelles recrues qui arrivent, qui sont mal attendues, l'équipe n'est pas présente, le manager est sur salon, le matériel n'est pas prêt. Ça ne peut plus être possible. Un exemple, si on regarde les startups américaines, quand moi j'ai des amis qui travaillent chez Indeed, un site emploi, quand on arrive chez Indeed, la première chose qu'on fait, c'est on passe au store. On passe au store, c'est comme un Apple Store, on a les boîtes avec les ordinateurs, on a tous les équipements possibles et on fait son marché. Et tous les nouveaux employés me disent, c'est assez fabuleux. Par exemple, l'ordinateur, c'est important de le donner à ses collaborateurs dans la boîte. Ça ne coûte pas plus cher, mais le unboxing, ouvrir la boîte d'un ordinateur, ça fait partie du plaisir. Donc vraiment, c'est plein de petits détails qu'il faut mettre en place et trop d'entreprises encore en France négligent cet aspect et c'est vraiment quelque chose qui déçoit les candidats. Le bouche à oreille va très très vite et combien de candidats partent tout simplement parce qu'on n'a pas tenu les promesses qu'on a faites durant le process de recrutement. Et Laurent, unboxing, onboarding, ghosting, we have to speak a little bit English pour réussir l'onboarding avec vous. Non mais c'est terrible. Hein. Moi j'ai des RH qui me disent on était inquiets. On avait un nouvel employé qui était là à 11h30. Après la pause déjeuner, il n'a plus donné de nouvelles. On avait peur qu'il y ait eu un accident en trottinette ou qu'il soit tombé malade. Et ça arrive de plus en plus et c'est terrible parce que pour l'entreprise, c'est une vraie désorganisation. Ouais, on a passé du temps à recruter, on a dit non aux autres candidats qui étaient en shortlist, on a commencé l'intégration et la personne part du jour au lendemain. Et il faut faire attention, il y en aura de plus en plus si on ne met pas en place un programme de onboarding 5 étoiles. Et Philippe, oui, vas-y, allez-y, pardon Xavier. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ça et par rapport aux chiffres qui ont été donnés. Et comme vous dites que ça va s'accélérer, je pense qu'on le voit au niveau des nouvelles générations, en l'occurrence, puisque moi, si je pouvais donner juste un chiffre, aujourd'hui, on a quand même 41% des 18-24 ans qui ont démissionné au cours des 24 mois, alors que c'est à peu près 21% de l'ensemble des salariés. Donc, en fait, on a une différenciation et une disparité aussi en fonction des générations. Par rapport à ça, et 33% sont prêts à le faire dans l'année qui vient. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est… voilà, je crois que le temps s'accélère, je crois qu'il y a une volonté assumée de multiplier aussi les expériences chez les jeunes, entre autres. Et oui, on a une démission à ce niveau-là. Donc, je pense que l'engagement, un collaborateur engagé, voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui souhaite rester dans l'entreprise, qui souhaite évoluer. Mais l'entreprise, pour ça, il faut en effet qu'elle l'accompagne et puis qu'elle tienne ses promesses. Philippe, alors je disais, vous souriez un peu tout le temps. Est-ce que vous êtes désabusé? Est-ce que ça vous fait marrer parce que Laurent, il balance un peu des missiles sur les RH? Non, ça touche très juste. Et en fait, moi, j'allais dire, c'est toute la chaîne aussi. C'est-à-dire qu'on a parlé de la partie recrutement parce que c'est de dire comment on arrive à créer une expérience tout au long qui amène le candidat à se dire, tiens, j'ai envie de travailler pour cette entreprise parce que ça m'emmène dans quelque chose qui est engageant. Il y a l'aspect de l'onboarding et le chaînage, s'assurer que quand on passe d'équipe recrutement au RH, avec les managers qui vont être impliqués dans la première phase, comment je suis bien intégré dans mon équipe avec un accompagnement là aussi sur mesure. On arrive sur une mesure dans beaucoup d'organisations. Mais après, j'allais dire, il y a aussi tout ce qui vient derrière. Parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la chaîne, parce qu'on parle de l'attraction et de la rétention. Et ça va vouloir dire que tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise, il va falloir que ces moments d'exception, ils existent. Ils vont exister quand on ne va pas seulement chercher son ordinateur le jour de son arrivée, mais quand on va avoir un problème et qu'on va se rendre au desk informatique. Quand on va avoir une interaction avec les RH pour demander une attestation, demander où on en est dans son compteur de congé, c'est des choses aussi basiques que ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises se disent comment on arrive à se mettre à la place des candidats, des nouveaux arrivants, des collaborateurs, de différentes catégories. Ça peut être un employé dans une usine, ça peut être un manager dans une tour à la Défense, ça peut être un cadre qui est à l'autre bout du monde, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont attendre et qu'est-ce qu'on doit construire comme expérience en se mettant à leur place et en se disant qu'est-ce que ça va vouloir dire pour notre propre façon de faire. Et ça va être clé pour répondre à ce que disait Laurent, comment on arrive à être dans ces moments d'exception qui vont faire que la personne va se sentir bien dans son entreprise et engagée in fine. Et un point, et je ne peux que rebondir et aller dans le même sens que Virginie et Xavier, le sujet clé, c'est l'authenticité. Parce que si jamais on se dit qu'on change les choses, mais que derrière, les modes de fonctionnement ne sont pas vraiment en évolution, que les managers ne se sentent pas embarqués dans cette transformation pour
pour l'organisation et pour ce qu'ils vont vivre dans leur équipe, ça ne marchera pas en fait, parce que vous n'allez pas recréer ces moments qui vont embarquer finalement le pire, c'est quand on passe un entretien magnifique, on a un unboxing de qualité, et puis qu'on tombe sur un manager chafouin, acariâtre, qui fait la gueule, c'est pas possible en fait. Alors, Virginie, unboxing, onboarding, outboarding, puisque Denis Dervaux nous parle de outboarding, parce qu'il y a aussi ceux qui partent. Donc, Virginie, vous êtes quoi, vous? Exactement. D'ailleurs, oui, on parle de l'onboarding qui est en effet très important. Comme l'a dit Laurent, on ne peut pas faire des promesses à un recrutement sans qu'elles soient vérifiées lors des 3 premiers mois du collaborateur. Donc, d'où le fait qu'il faut soigner cette période d'intégration, mettre en place en effet des rituels de communication avec son collaborateur, des moments d'exception, soigner en effet son premier jour d'arrivée. Et ça, c'est très important. Et puis, on parle en effet de off-boarding aussi parce que ça fait partie de la vie des entreprises de voir des collaborateurs quitter l'entreprise. Et là aussi, c'est important de soigner ce départ. C'est quelque chose, nous, chez Saint-Gobain, qu'on est en train de travailler pour, du coup, systématiser l'entretien de départ, recueillir, du coup, les messages de ce collaborateur sortant, travailler avec lui sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et du coup faire en sorte qu'on se quitte main dans la main et que ce collaborateur sortant sera peut-être de nouveau un collaborateur entrant quelques années. J'ai découvert, ça doit exister chez KBMG, il y a les alumni des boîtes, c'est-à-dire que moi je connais des gros cabinets, les anciens de KBMG, les anciens de… C'est marrant. Bon, ça, on le faisait historiquement. Tous les cabinets de conseil l'ont fait parce qu'on était dans ce mode où effectivement il y a quelqu'un. Alors la gestion des alumni chez nous, c'est aussi parce qu'on dit que ça peut devenir des clients. Mais maintenant, c'est se dire comment on peut les faire revenir à un moment. Et c'est parce qu'on va avoir une expérience ailleurs, on va avoir développé des compétences et on a beaucoup de cas chez nous de personnes qui sont même maintenant des fois au COMEX, qui étaient des gens qui sont partis, qui sont devenus directeurs financiers, mais ils ont été suivis et à un moment ils ont rejoint le cabinet. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas, et c'est ce que disait Virginie, ça ne se concerne plus que les cabinets de conseil qui ont été toujours un peu en avance là-dessus. Maintenant, on a plein de groupes qu'on accompagne. Moi, j'ai plein de groupes du CAC 40 qui se disent comment on gère finalement nos externes pour garder un vivier finalement de candidats potentiels dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose qui devient critique. Et donc, cette expérience, même en dehors de l'entreprise, elle doit être finalement aussi gérée par Vous avez du boulot, c'est ça. Vous avez du boulot. Laurent, vous savez, Laurent, on regarde beaucoup d'études, tous les deux, chez Newstank Educ, Newstank RH, RH Matin, Campus Matin, tous les médias qu'on pilote ensemble. En fait, quand on fait des études, le salaire arrive en tête dans le choix de l'entreprise. Donc, est-ce que se cache pas derrière un thème beaucoup plus insidieux, c'est le partage de la valeur? Cette idée qu'au fond, on veut bien travailler dans des bonnes conditions, à condition qu'on ait ce sentiment qu'il y a un partage de la valeur. Alors, un partage de la valeur, c'est un thème qui a émergé, ça a été dans la loi d'ailleurs. Est-ce qu'au fond, cette idée que la notion de justice, de justesse, de la rémunération et de cette notion de partage soit un peu plus marquée est un élément d'évolution que vous avez senti aussi? Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le salaire n'a jamais disparu. C'est très important pour un candidat de la jeune génération d'être vraiment payé à ses justes valeurs. Mais simplement, le salaire élevé n'est pas suffisant. Il faut le salaire élevé et tous les autres avantages. Et la notion de valeur du travail, je pense que ça va être une des notions les plus importantes des 10 prochaines années, tout simplement parce qu'on est en train de vivre une révolution et on ne se rend pas compte. La révolution, c'est la disparition dans beaucoup de métiers du lieu de travail. C'est vrai qu'avant, au Moyen-Âge, on travaillait à la campagne parce qu'on avait des ouvriers qui allaient dans les champs. Ensuite, on a eu la révolution industrielle. On a fait venir des dizaines de milliers de personnes dans les villes. On a construit des appartements, on a construit des petites maisons et les gens travaillaient à côté de l'usine. Et là, depuis le Covid, on se constate que le lieu de travail est en train de disparaître. Et ça va tout faire exploser. Et en tant que RH, il faut vraiment se préparer à cette révolution qu'on est peu à vivre dans une vie. Parce que c'est vrai que c'est rare de vivre de son vivant, parce qu'on est sur le marché du travail 30 ou 40 ans, un changement total d'organisation du travail d'un point de vue mondial. Et nous, on l'a bien vu, par exemple, sur RH Matin, où on a interviewé, il y a 1 an et demi, une start-up fondée par un Français à San Francisco qui s'appelait Deal, et elle nous avait interpellés parce qu'elle avait levé 400 millions de dollars. On s'est dit, mais c'est extraordinaire, cette start-up RH qui lève 400 millions de dollars. Et ce matin, dans le métro,
il y a des affiches 4x3 pour Deal qui est en train de faire une immense campagne de communication en France. C'est quoi le pitch de Deal? Ça va être très simple. C'est vous cherchez une compétence, on vous la trouve, on vous la paye, on sécurise le juridique, quel que soit son lieu, sur toute la planète. Et là, aujourd'hui, le monde du travail devient, pour certaines compétences, mondial. Et ce qui intéresse l'entreprise, le recruteur, ce n'est pas où est la personne, c'est où je vais avoir la compétence le plus rapidement possible. Et si moi, je ne l'ai pas rapidement, c'est mes compétiteurs qui vont l'avoir et qui vont me prendre des parts de marché. Et aujourd'hui, on est dans une compétition mondiale à la compétence et le terrain de jeu est mondial. Et c'est pour ça que des entreprises comme Deal sont là pour sécuriser la paye en Thaïlande, sécuriser la paye au Pérou. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement majeur. Et pour revenir, Gilbert, parce que je ne m'éloigne pas de la question au partage de la valeur et au sens du travail, la question se pose, c'est comment je rémunère quelqu'un qui est au Pérou, qui est au Japon, quelle est un petit peu la clé pour le payer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des stéréotypes dans la tête où on paie en fonction du lieu. Un métier, un poste est payé plus cher à Paris qu'en province. Ce qui paraît totalement fou. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire la vie à Paris coûte plus cher, on a des transports, on a des loyers qui sont plus chers, donc on paie plus cher à Paris. Mais ce qui compte pour une entreprise, c'est la valeur de la compétence. Et Deal, la disparition du lieu de travail va vous interroger. Combien vaut cette compétence? Combien vaut ce poste? Combien je suis prêt à le payer? Et après, indépendamment du lieu, finalement. Parce que ce qui m'intéresse en tant qu'entreprise, si je suis éditeur de presse, c'est d'avoir un bon article. Si je suis développeur, c'est d'avoir un bon code. Si je suis une agence de création, c'est d'avoir une belle création. Après, qu'elle soit faite au Pérou, en Thaïlande, à Bali ou aux États-Unis, peu importe. Donc, c'est ça qui est en train de changer dans le marché du travail. Et pour attirer les talents, il va falloir penser ailleurs. Un dernier exemple, et puis je vous laisse la parole. Le lieu de travail, pour montrer que ça n'a plus du tout ce qu'on avait avant, où on voyait des hordes de cadres avec des cravates qui allaient à la défense dans le RER. Aujourd'hui, PayFit, qui est une start-up dynamique, ouvre un deuxième bureau. Elle l'ouvre où? Elle l'ouvre à Barcelone. Pourquoi à Barcelone? Parce que Barcelone attire. Et ce n'est pas pour recruter des Espagnols, c'est pour recruter des Français, des Anglais, des Allemands, les meilleurs Européens, parce qu'ils préfèrent vivre à Barcelone plutôt que vivre à Paris. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer le lieu de travail d'une façon totalement différente et ça va tout redistribuer et redistribuer la façon de rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, on rémunère nos employés comme on les rémunérait au siècle dernier. Et aujourd'hui, ça va changer. Bon, on est tous des ringards, hein, ok? Virginie, Philippe, Xavier, on l'a compris. À chaque fois que je donne la parole à Laurent, il nous remet à plat la situation, vous avez remarqué. Non, mais l'idée, c'est de montrer un petit peu les tendances pour dire un petit peu ce qui nous attend demain. Bien sûr, mais Laurent… Et par exemple, ce que j'ai aimé chez Google, qui est très algorithme, ils ont fait un algorithme très compliqué pour dire cette compétence-là, suivant votre lieu de travail, voilà combien on la paye. Parce qu'ils veulent aussi adapter la compétence au lieu de travail. Donc vraiment, la rémunération, les salaires, tout va changer dans les 10 ans. Et pour attirer les meilleurs, il va falloir vraiment s'adapter à la nouvelle donne. Virginie, réaction? Oui, après, j'entends parfaitement. C'est vrai que nous, les grands groupes comme le nôtre, on est, comme je vous l'ai dit, un groupe mondial. En France, on est 40 000 collaborateurs répartis partout en France. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a encore un peu de chemin sur ça. En tout cas, je l'accorde. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est une préoccupation de nos salariés. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais en tout cas, c'est toujours d'actualité et on essaye en effet d'y répondre. Alors, nous, par des mécaniques diverses, par exemple, nous, les salariés chez Saint-Gobain sont les premiers actionnaires du groupe Saint-Gobain. Et notre plan épargne entreprise a 36 ans d'ancienneté et c'est toujours en fait un véritable levier d'attractivité et de pouvoir d'achat. Donc, c'est ça, le partage de la valeur. Ça fait partie du partage de la valeur. Ça fait partie exactement du partage de la valeur. Et par contre, j'adhère totalement à ce qui a été dit à l'instant sur le fait qu'il faut finalement payer la compétence et en effet pas forcément le lieu de localisation. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qu'on doit encore faire. Mais en tout cas, voilà, c'est des thématiques qu'on aborde chez nous et sur lesquelles on travaille activement. On va commencer par payer les Indiens qui travaillent devant un ordinateur pour les boîtes du CAC 40 ou les boîtes du Stock Exchange, whatever. Parce que je rappelle qu'en Inde, on a longtemps, ou en Afrique du Sud ou en Israël, on paye beaucoup moins cher souvent. Alors, c'est peut-être changé, je dis ça maintenant. Mais
mais bon, c'était aussi un phénomène mondial. Philippe, réaction à tout ce qui a été dit. Alors, je reprends ma question de base quand même, parce qu'on a beaucoup fait évoluer, parce que j'avais une question sur la perte du collectif, vous voyez, sur les faits qu'on était en étoile dans les entreprises. Mais revenons sur le partage de la valeur et les salaires. Moi, les études que j'avais sous les yeux, qui ne sont pas vieilles, hein, qui ont 6 mois, hein, c'était le salaire first. Oui, alors c'est le cas. D'ailleurs, notre étude le montrait, hein, c'était 64% des personnes qui ont été interrogées qui disaient que la rémunération était le sujet numéro 1 pour eux, l'attente numéro 1 vis-à-vis de l'entreprise. Et on l'a vu en plus dans les contextes un peu de l'inflation forte qu'on a eu ces derniers mois. Peut-être un point quand même j'ai beaucoup aimé l'intervention de Laurent. Je vais peut-être tempérer parce que ce dont on parle, c'est qu'une proportion des salariés en France, en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont cadres, qui travaillent dans la tech ou autres. Après, le salarié en France, c'est vaste. C'est des gens qui travaillent en usine, qui travaillent dans la grande distribution, etc. Et tout le monde n'est pas forcément dans une capacité d'aller vivre à Barcelone, même si le point est très juste. C'est vrai que des fois, on fait une focalisation forte sur ces populations-là. C'est important. Nous, c'est les populations qu'on recrute, donc je suis bien placé pour le savoir. Mais quand j'accompagne mes clients, on est toujours vigilant parce qu'il y a d'autres réalités et d'autres enjeux et d'autres attentes sur des populations qui vont être peut-être des non-cadres, des employés, qui vont avoir d'autres problématiques et qui vont être très liées à la rémunération par rapport à l'endroit où ils vivent. Et donc, ce sujet est très vrai et c'est très juste que le sujet il vient beaucoup sur la compétence. J'ai travaillé récemment avec un DRH dans l'agroalimentaire qui m'évoquait le sujet qu'ils avaient des expertises très, très rares et finalement, des fois, ils payaient mieux des gens qui étaient pourtant non-cadres parce qu'ils avaient besoin de garder cette compétence, même s'ils avaient une certaine captivité par rapport au lieu de travail. Ils disaient cette personne elle est clé parce qu'il suffit qu'elle parte à la concurrence, mon business il est potentiellement arrêté. Donc on est sur des sujets de comment on identifie bien ses compétences et comment on s'assure de la payer au bon niveau, parce que ce risque de départ il existe aussi sur des personnes qu'on n'imaginerait pas. Donc ça c'est effectivement important. Peut-être sur la rémunération, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction. Il y a quand même quelque chose qui ressort globalement, ce qu'on voyait nous de manière intuitive quand on accompagne nos clients et ce qu'on voit chez nous aussi, et ce qui ressortait dans l'étude, c'est quand même le besoin de reconnaissance qui va au-delà de la rémunération. Et aujourd'hui, on le voit, hein, nous des fois, on l'a vu sur certains candidats qui nous disaient finalement, j'ai une offre qui est meilleure ailleurs, mais je viens chez vous parce que j'ai autre chose et j'ai cet autre contrat dont parlait Gilbert qui m'intéresse parce qu'il y a quelque chose dans la reconnaissance qu'on va peut-être avoir de mon travail, etc., que je pressens mieux que chez votre compétiteur. Donc, on se rend compte que ça devient quelque chose qui fait que c'est un tout. Il y a la rémunération qui est importante et si on n'est pas payé au bon niveau, ça va, mais on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte et ce que disait Laurent, avec tous les avantages sociaux qu'ils peuvent avoir à côté, qui démontrent finalement un environnement de travail engageant. Peut-être, je ne sais pas, Gilbert, sur la perte de collectif, si oui, je veux bien, parce que c'était noté dans mes questions, hein, mais bon, vous mélangez tout, hein, vous parlez de tout en même temps, marqué. Non, ça fait sens peut-être. Pour la question d'avant, mais on pourrait en parler des heures, comme vous disiez. Mais c'est vrai que le besoin Allez-y, Xavier. Je voulais juste dire que j'étais complètement en phase par rapport au métier cadre, que tout le monde n'était pas au même niveau à ce niveau-là, que le besoin de reconnaissance, le besoin de feedback, la valorisation des forces, mais aussi des efforts et des réussites des collaborateurs. Je pense que c'est primordial de la part du manager. Je pense que associer aussi les collaborateurs parfois dans les décisions des entreprises, dans la mesure où c'est possible. Hein. On parle beaucoup de co-construction, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, d'encourager aussi la prise d'initiative en fait, des collaborateurs et leur autonomie. Finalement, ça fait partie d'un certain nombre de choses dans les entreprises qui vont engager le candidat un peu plus. Et puis, on en a déjà parlé, mais je crois que c'est vraiment d'entendre aussi tous les besoins d'équilibre vie pro, vie perso, qui est quand même quelque chose qui ressort de plus en plus. Donc oui, le besoin de reconnaissance, c'est important, mais il y a d'autres critères. La rémunération, c'est un élément important. Et comme le disait Philippe, je pense qu'il y a aussi parfois certains métiers, certaines compétences qu'on va payer beaucoup plus cher parce qu'elles sont rares. Je pense à des métiers pénuriques de techniciens de maintenance, de perte de compétences par rapport à des départs de seniors en retraite ou autres, où là, on a besoin de faire un transfert aussi de compétences par rapport à ce sujet. Mais enfin, là, on s'écarte un peu. Non, vous savez, on m'avait donné les salaires d'embauche des chaudronniers, parce que par exemple, on manque de chaudronniers. On débute par un salaire de cadre moyen.
en jeune débutant, ce qui est absolument extraordinaire. Ça reboucle d'ailleurs avec ce que je disais, Laurent, hein, le pouvoir a changé de camp. C'est vrai que… Exactement, et je vois une question de Marie-Odile qui est très intéressante, et la question qu'elle pose, elle est terriblement dure à répondre, Marie-Odile, c'est pour ça qu'on n'y a pas encore répondu. C'était comment gérer du collectif et du collaboratif à distance. Et c'est vrai que cette question-là, ça va être vraiment la compétence clé des bons DRH dans les 10 prochaines années. Parce que la difficulté, c'est ça, c'est que d'un côté, on veut de l'autonomie, mais de l'autre, on veut du collectif. Et c'est très difficile à créer ce lien. Et on n'a pas encore les réponses parce qu'on va les inventer. Vous allez les inventer dans vos organisations pour pouvoir réussir. Et les entreprises qui vont réussir à gérer le meilleur des deux mondes, de la flexibilité, de l'autonomie, du full remote, du travail à distance et du collectif sont celles qui vont l'emporter. Une petite piste quand même d'idée, Marie-Odile, parce que sinon vous allez dire que c'est un peu facile. Dans ma start-up du début, avec l'offre d'emploi où on peut travailler à partout, ils ont 2 solutions pour créer du collectif. Un, c'est un petit événement d'équipe tous les mois au bureau. Comme ça, quand les gens sont là, il y a une soirée, il y a une activité, il y a une visite du musée pour créer du lien. Et il y a 2 séminaires par an. Souvent, c'est une semaine au ski ou un week-end au ski, une semaine ou quelques jours l'été au bord de la plage pour vraiment créer du lien, créer du festif. Et ça nous amène à une nouvelle question que vous avez peut-être eue chez vous, que beaucoup de managers, moi, me disent quand je discute avec eux, c'est on a des collaborateurs qui viennent au bureau et qui, à la fin de la journée, disent à leur manager « Mais pourquoi tu m'as fait venir ?» Et c'est vrai que cette question, on ne se la posait pas avant. Pourquoi je t'ai fait venir? Parce que c'est ton travail, parce que tu es payé, parce qu'on travaille ensemble. Non, aujourd'hui, quand les gens viennent au bureau, il faut qu'ils aient une raison de plus. S'ils viennent au bureau pour passer toute la journée derrière leur ordinateur, pour eux, ce n'était pas utile de faire du transport. Donc, il faut finalement créer de l'événementiel collectif en permanence pour, quand les gens viennent au bureau, ils ont une bonne raison d'y venir. Ouais. Et un dernier point, et après je vous laisse la parole parce que ça passe très vite. Quand on parle un petit peu des cadres et des non-cadres, je suis entièrement d'accord avec vous, Philippe. Les exemples qu'on donne, c'est souvent pour des cadres, pour certaines professions qui peuvent travailler à distance. Moi, je vois des entreprises, pour ne pas pénaliser les non-cadres, par exemple, qui n'ont pas de télétravail, on dit tout simplement, les gens qui sont en usine, les gens qui sont dans l'entreprise, ils ont la semaine de 4 jours payés 5. Donc, on a changé les horaires. Au lieu de faire 35 heures, on fait 32 heures. Et puis, ils ont une journée de plus par semaine payée. Et c'est vrai que les cadres dans les bureaux ont le télétravail et la flexibilité. Les non-cadres dans l'usine sont une semaine de 4 jours. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de s'adapter sur le terrain parce que c'est vrai que ça crée de nouvelles tensions dans l'entreprise entre ceux qui sont obligés d'être derrière le poste de travail et ceux qui peuvent travailler sur leur canapé ou sur leur salon de jardin au bord de la piscine durant l'été. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, mais quelqu'un veut réagir? Ouais, moi je voulais peut-être juste compléter sur le point de la perte de collectif. Ce qu'on voit quand même, alors il y a effectivement ce qu'évoquait Laurent à juste titre, c'est comment on crée des événements d'équipe pour créer ce collectif. Il y a quand même un sujet dans le travail au quotidien. Moi je vois dans les sujets qu'on a sur l'hybridation des modes de travail, c'est comment on arrive à se dire qu'est-ce qui peut être fait complètement à distance où il y a un besoin de collaboration qui est limité et qu'est-ce qu'on va devoir faire peut-être dans un collectif sur le lieu de travail quand c'est nécessaire. Et ça va en lien avec ce que disait Laurent, c'est que quand on vient au bureau, il faut que ça soit pour quelque chose qui fasse du sens et qui s'insère dans un travail d'équipe, par exemple, où finalement, c'est le fait d'être dans une même salle qui va permettre d'être plus efficace. Et on a de plus en plus de clients qui se disent comment on arrive aussi à mieux segmenter, et pour un manager, comment on arrive à segmenter le travail d'équipe pour se dire, il y a des jours où vous avez du travail de fond et ça vaut mieux être chez soi parce qu'en plus, on est plus au calme et on n'a pas de sollicitation externe comme on peut l'avoir au bureau, en dehors des enfants qui passent peut-être derrière la caméra. Vous avez vu, si on a fêté les 6 ans de la magnifique vidéo là, du gamin là, qui arrive pendant son direct. Vous n'avez pas vu, non? Non, je n'ai pas vu. Mais l'anniversaire, là, c'était sur le tout. Bon, pardon. Et du coup, c'est comment on recrée des moments justement où on va socialiser, comme l'évoquait Laurent, sur les éléments qui sont peut-être plus informels, mais aussi avoir des moments de regroupement pour le travail en équipe et créer ces moments de travail collectif. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on est dans quelque chose où on a eu des politiques de télétravail qui ont été calées, mais comment on arrive à l'organiser d'un point de vue management, ce n'est pas complètement évident, mais c'est vers ça qu'on doit aller pour avoir des moments où on vient au bureau pour que ça fasse du sens. Virginie, comment vous faites? Là, je reprends un chiffre de votre étude, Philippe, si vous me permettez. 60% des salariés, c'est-à-dire les 2/3, ont dit que leurs attentes avaient changé ces 3 dernières années. Ça veut dire qu'elles peuvent changer aussi dans les 3 prochaines. Comment vous faites pour être en avance de phase sur ces attentes? Parce qu'évidemment, on a toujours un train de retard si ça change trop vite quand on a des offres, quand on a des propositions, quand on a une perspective RH.
Oui, alors déjà, je voudrais revenir sur quelque chose, moi, on parle souvent des attentes des jeunes générations. Je pense qu'en fait, c'est les attentes de tous les actifs d'aujourd'hui, en fait, quand on parle d'engagement environnemental, de bien-être au travail, de qualité de vie. Je pense que c'est juste les jeunes générations ne font qu'accélérer cette quête de sens et d'équilibre et affirment un peu plus fort, finalement, que les autres leurs convictions. Donc déjà, je pense que ça, c'est important de le rappeler. Et après, encore une fois, je pense que c'est l'écoute. Je pense qu'il faut être aussi ouvert sur l'externe. Laurent parle en effet des startups. C'est à nous aussi, grand groupe du CAC 40, d'être ouverts aux pratiques qui se font ailleurs, d'être pas auto-centré sur soi, sur comment fonctionne un grand groupe du CAC 40, mais au contraire d'aller voir aussi ce qui se passe à l'externe pour pouvoir aussi adapter, nous, nos modes d'organisation comme il se doit. Être à l'écoute, en effet, des collaborateurs, ça, c'est important. Et puis aussi accompagner, on l'a vu, ces modes hybrides sont pas faciles. Il faut accompagner nos managers. Je pense que c'est hyper important aussi d'avoir, nous, RH, d'être proche de nos managers pour leur donner les clés de lecture de tout ça, les outils pour pouvoir embarquer leurs équipes. Et ça, c'est important aussi, ce niveau managérial qu'il ne faut pas délaisser et surtout pas les mettre en difficulté. Une question, pardonnez-moi, je balance un peu toutes mes questions parce que du coup, le temps a passé, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Sur l'idée de hiérarchie, moi, j'ai été frappé, Xavier, Philippe, Laurent, évidemment, Xavier, Philippe, j'ai dit tout le monde, Virginie. L'idée que la hiérarchie s'est beaucoup resserrée, c'est-à-dire que l'autonomie évidemment des jeunes et quand vous disiez, nous, le monde des grandes entreprises, on essaie de se rapprocher des startups. Je connaissais des grands groupes qui faisaient venir des startups qu'ils avaient rachetées ou qu'ils avaient incubées ou qu'ils avaient soutenues, où les patrons de startups allaient voir le COMEX, les mecs avec les cravates et les costards, et leur disaient mais c'est quoi votre truc? En fait, ils essayaient de créer un échange pour disrupter cette vision hiérarchique. Est-ce que c'est fondamental, Philippe et Virginie, Xavier? Philippe, allez-y. Allez, je prends. Sur la notion de hiérarchie, oui, alors c'est protéiforme, et alors on a évoqué un certain nombre de choses tout à l'heure, c'est comment déjà on n'est plus dans une relation hiérarchique. On a parlé de l'écoute. C'est comment on va s'assurer d'avoir une communication un peu dans les deux sens, en étant justement plus proche finalement des collaborateurs, qu'ils soient en collaborateur direct ou des fois même en dessous. Donc il y a ce premier volet qui commence déjà à niveler la hiérarchie. Un point qui m'est revenu en tête en vous écoutant, Gilbert, et auquel j'avais pensé au début, c'est aussi, nous, on fait un peu du reverse management, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte de communauté next-gen. Donc, c'est des jeunes de notre organisation, la moyenne d'âge doit être à 25 ans, qui viennent aussi travailler avec le COMEX pour regarder comment on doit éclairer les décisions du cabinet de manière différente, en ayant une vision finalement de personnes plus jeunes qui ne sont pas aux commandes aujourd'hui, mais qui peuvent avoir leur influence. Et on a eu beaucoup d'initiatives derrière tout ça. D'ailleurs, j'évoque une initiative globale. On est devenu nous-mêmes entreprise à mission. Alors, c'était quelque chose que notre présidente souhaitait faire, mais qui est nourri aussi parce que ce comité de jeunes apporte sur la façon dont on va faire dont on doit fonctionner différemment en tant que cabinet de conseil. Ça nous amène plein de questions sur comment on doit gérer nos projets différemment, comment on doit recruter différemment, comment on gère différemment nos équipes. Et on se transforme nous-mêmes parce que c'est aussi sur l'influence de cette hiérarchie inversée, parce qu'on a notre COMEX qui écoute aussi ce que les plus jeunes disent. Virginie, cette hiérarchie, parce que chez Saint-Gobain, on recrute des ingénieurs, des gars de arts, des polytechniciens, à qui il faut dire monsieur, qui ont parfois une certaine tradition. Et alors, quand ils ont un jeune qui arrive, il faut aussi quand même changer le wording et la relation, non? Alors, Gilbert, le temps a changé chez Saint-Gobain. On ne parle plus comme ça. Il n'y a plus de cravate. Mais je vous bouscule, hein. On a changé, on a évolué avec le temps. Certes, on a 350 ans d'histoire, mais quand même. Et du coup, oui, clairement, l'horizontalité fait foi. Maintenant, on essaye en effet de travailler différemment. On a parlé tout à l'heure de co-construction. C'est hyper important que les gens trouvent, on a dit, du sens dans ce qu'ils font. Et si pour y trouver du sens, il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils soient écoutés, qu'ils soient dans
partie prenante des projets. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et à la fois, pour autant, on voit notamment, là pour le coup, de plus des jeunes générations, qu'ils attendent quand même d'être guidés, d'être coachés. Et du coup, ce rôle de manager, pourtant, fait encore foi. Et du coup, est quand même un peu la boussole de ces jeunes. Et donc, c'est juste que la mission du manager a changé. Il n'est plus dans des tâches à donner de manière très exécutante, mais plutôt dans faire monter ses équipes en compétences, être aussi dans l'exemple, dans le coaching. Et du coup, c'est plutôt des rôles qui ont changé plutôt que des modes de hiérarchie. On va dire que voilà, chacun a une position un peu différente dans l'entreprise et un rôle différent. Oui, c'est un changement culturel quand même, hein, Xavier. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Oui, tout à fait. Alors moi, je reviens même au démarrage, la relation recruteur-recruté. Par exemple, on met parfois des expériences en œuvre autour du sport où les gens, finalement, les recruteurs et puis les gens qui vont être recrutés, ils vont faire un sport ensemble sans savoir qui est qui. Donc là aussi, alors on n'est pas dans un rôle hiérarchique, mais on est dans un rôle d'équilibre en fait par rapport à ça. Et voilà, donc c'est le côté innovation par rapport au mode de recrutement. Et je pense que ça permet aussi de niveler un petit peu les choses et puis que en termes de développement de repérage de compétences, d'avoir une approche un peu différente. Donc ça va dans le sens hiérarchique. Mais je suis d'accord avec toute la côté verticalité. Voilà, nous, on a des circuits de décision de cours, etc. Laurent, avant de passer aux questions, parce qu'on a quelques questions, là, cette idée de hiérarchie, vous l'avez illustrée en réalité tout au long de ce webinaire. Et exactement. Est-ce qu'on veut on veut un coach quand on est employé qui nous aide, qui nous comprenne, qui nous motive, qui nous aide à nous dépasser. C'est vraiment l'allégorie du sport. Un sport, on a un coach qui va nous aider à performer. On ne veut pas un coach qui va nous mettre un coup de règle ou qui va nous dire tous les matins, vous devez faire 50 coups de téléphone, vous devez faire ça. Vraiment, il va nous aider pour qu'à la fin de l'année, on a fait mieux, on a donné le meilleur de soi-même. Et ça, c'est très important parce que c'est un changement d'approche, un changement de mentalité. Et souvent, on a des outils dans certaines entreprises, l'entretien annuel, on fait un entretien de recadrage, on a des grilles avec des objectifs qui ne sont pas adaptés. Donc, il faut vraiment sensibiliser, former les managers parce que c'est vraiment eux qui sont clés, qui sont en première ligne. Bah oui, les managers. D'ailleurs, on quitte un manager. Hein. On quitte un manager. Donc, souvent, on va faire beaucoup d'efforts pour attirer. On va mettre en place, grâce à ce webinaire, un super process d'onboarding. Et la personne va partir parce que le manager n'a pas compris ce changement et manage comme à l'ancienne. Ouais. Mais ça, je ne sais pas chez Saint-Gobain. Vous avez compris que Virginie m'a recadré très, très fort. Exactement, on a bien compris. Bon, on pourrait quelques questions. Alors, Félina ne pose pas une question, mais une remarque. Le reverse managing. Qui a parlé de reverse managing? C'est moi qui ai évoqué ça par rapport à vous avez un bon point. Bon point de la part de Félina pour vous. Il se pourrait que ces exigences nécessaires à la rétention des recrues accentuent le phénomène de mouton à 5 pattes. Alors, quel est le profil du candidat parfait dans ce contexte? Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de candidat parfait, me semble-t-il. Je ne vois pas pourquoi ça ferait un candidat à 5 pattes. C'est plutôt, on est allé à son écoute. Enfin, je ne sais pas comment vous répondriez à cette question. Bon. Non, par exemple, nous, on ne cherche pas un mouton à 5 pattes, on cherche plutôt des personnalités, clairement. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. On cherche des gens qui ont des soft skills, qui peuvent être, qui sont en lien avec la culture de l'entreprise. Et après, on en a parlé souvent là pendant aussi cette table ronde. La reconnaissance passe aussi par de la formation et de la montée en compétences des collaborateurs et des candidats. C'est-à-dire que justement, il faut admettre qu'on n'a pas un mouton à 5 pattes en face de nous, mais que c'est à l'entreprise aussi de le faire monter en compétences et de lui apporter tous les outils, pour qu'il devienne ce fameux mouton à 5 pattes, si on veut vraiment qu'il devienne un mouton à 5 pattes. Chaque individu est exceptionnel. Exactement. En tout cas, c'est à l'entreprise aussi de mettre les moyens pour qu'il se forme et qu'il ait les moyens de devenir bien meilleur. Alors, bonjour et merci pour cet éclairage pointu. C'est Juliette qui nous dit ça. Dans cet environnement plus exigeant, de plus en plus exigeant, quel est l'impact pour les candidats, pour les cadres ou directeurs de pôle qui sont en recherche d'emploi? Est-ce que ça change la relation quand on est en recherche d'emploi, Laurent, Xavier, Philippe? Bon, merci. Xavier, est-ce que quelqu'un en recherche d'emploi, il est peut-être, l'idée en creux peut-être, est-ce qu'il est dans une situation plus faible, de faiblesse?
par rapport à ce que je disais Non, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'en fait la personne soit plus en situation de faiblesse. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, sur les gens qualifiés, on est au plein emploi en fait aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans une situation de faiblesse. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur d'être demandeurs d'emploi aussi, à un moment ou à un autre. Je pense que les choses là-dessus, elles ont évolué. C'est un peu d'ailleurs quelque chose d'un peu particulier, d'un peu contre-intuitif, en fait. Voilà. Donc, je ne vois pas à ce niveau-là. En revanche, je pense qu'il y a un point important. C'est certainement de redorer l'image du salariat aussi, parce que ça, on n'en a pas du tout parlé. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on parlait des jeunes diplômés, par exemple. Moi, je dis toujours, le Graal, avant, c'était quand j'étais jeune, quand je suis sorti des études supérieures, pour les jeunes femmes, c'était d'aller travailler chez L'Oréal. Pour les gars, c'était d'aller travailler chez Danone. Aujourd'hui, c'est de créer leur entreprise. Voilà, si on me donne un chiffre, en 2022, il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées avec des postes d'indépendants de freelance. Et je pense que là aussi, redorer l'image du salariat, c'est quelque chose qui fait partie aussi, à mon avis, de la mission des RH aujourd'hui, entre autres. Alors, beaucoup de PME n'ont pas de DRH. Bah oui, parce qu'il faut staffer quand même. Il faut donc sensibiliser, c'est les dirigeants qui gèrent ces sujets-là. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet générationnel, quoi. Oui, et ça, j'aime beaucoup la question de Denis. Je pense que s'il y a une chose à retenir de ce webinaire, c'est ça, c'est la sensibilisation du COMEX et du dirigeant, parce que vous avez assisté à ce webinaire, donc vous êtes conscient que attirer et retenir des talents, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de COMEX qui se disent ça va revenir à la normale. La normale, c'est le monde d'avant. Le marché va se détendre. C'est comme le marché de l'immobilier, ça monte et ça descend. Dans les pénuries de compétences, non, il n'y aura pas de retour à la normale, ça va empirer. Pourquoi ça va empirer? Parce que le déficit démographique est énorme. Quand on regarde le nombre de naissances, on a de moins en moins de personnes qui sortent des écoles. Donc, la compétition va être de plus en plus forte. Et là, on a une faible croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en plein emploi et la croissance est très faible. Quand on va retourner à des taux de croissance, c'est ce que j'espère, à 3, 4 ou 5%, là, on aura une compétition qui va être terrible. Donc, organisez un séminaire très rapidement avec vos dirigeants et votre COMEX pour leur dire qu'aujourd'hui, la pénurie de compétences dans les 15 prochaines années, ça va être le facteur clé de succès de leur business. S'ils n'ont pas les bonnes personnes au bon endroit, ils devront fermer boutique. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a tendance à se rattacher à ce que c'était avant et on dit ça va se calmer, les attentes vont baisser, le marché va redevenir à la normale. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il faut faire très attention. Et les défis font que l'accélération est de plus en plus forte. On n'a pas parlé de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, mais les répercussions vont être aussi énormes. Donc, il va falloir que les dirigeants aident vraiment les DRH à changer leur stratégie, à adapter leur stratégie. Sinon, leur entreprise sera en péril. Ouais. Bon, on ne va pas finir sur une note pessimiste, hein, Laurent. Parce que... Non, formons, sensibilisons, parce qu'il y a des solutions, mais il faut démarrer rapidement. Et ce qui se passe aujourd'hui, on a beaucoup de COMEX qui ont l'impression que c'est un petit phénomène, un épiphénomène, un phénomène de mode, que c'est quelques jeunes qui sont un peu exigeants et que ça va se calmer, parce que ça s'est toujours calmé. Non, ça va empirer. Allez, un dernier mot pour Philippe, Virginie, Xavier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de comment retenir les talents? Alors, on a compris, il y a l'écoute, il y a les avantages, il y a le salaire, il y a la formation, il y a la compréhension de l'organigramme. Qu'est-ce que vous diriez, chers amis? Bon, je vais démarrer peut-être. En fait, déjà, on est dans une période qui est phénoménale, en fait, qui est super excitante pour les DRH, pour les managers, parce qu'il y a plein de changements. C'est pas évident, faut les prendre, mais c'est assez enthousiasmant. Je pense qu'aujourd'hui, on en a des choses très structurantes pour le futur qui sont excitantes, quel que soit son rôle dans l'entreprise. Moi, un point, je pense, il y a une attention, on parle de l'employé, etc. Moi, ce qui me semble important, et pour les gens qui sont autour qui écoutent, c'est l'attention qu'on porte aussi au management intermédiaire. Un peu en lien avec ce qu'a dit Laurent, on a parlé des dirigeants qui doivent avoir cette conscience. Virginie l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que l'attention au management intermédiaire, qui est cette courroie de transmission pour s'assurer que ça se passe bien dans le recrutement, l'onboarding, etc., il est clé. Et souvent, moi, je vois souvent, on ne pense pas à ce management intermédiaire sur la façon dont on l'accompagne pour avoir tous les outils pour mieux gérer les collaborateurs, les retenir, etc. Alors que c'est vraiment une courroie de transmission clé pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, beaucoup d'attention sur l'employé, bien sûr, mais sur le management intermédiaire aussi. Virginie?
Bon, bah, je ne peux que approuver ce que vient de dire Philippe, puisque en effet, j'avais mis un accent sur les managers. Et ben, moi, je reviendrai sur l'idée de l'authenticité. Soyons attention à ne pas survendre son entreprise. Soyons vrais dans nos discours, vrais dans ce qu'on vend en effet, puisqu'on l'a dit encore une fois, quand ils rentrent chez nous, ils doivent retrouver ce qu'on leur a promis. Donc ça, c'est hyper important. Donc, Authentique. Authentique. Ah, vous savez ce que c'est authentique? Non? C'était le titre du premier album de NTM. Authentique avec un K. Voilà. Xavier. Ben moi, en fait, je pense que bon, si je devais conclure par une phrase, ça serait aujourd'hui, je pense qu'il faut inscrire l'entreprise dans une démarche citoyenne. C'est plus un choix, c'est pour moi, en tout cas, une nécessité afin de convaincre les candidats, les talents non seulement de rejoindre l'entreprise, mais d'y rester. Voilà, je pense que Laurent, on retrouve toutes les infos. Merci à vous tous. Et Laurent, on retrouve toutes les infos RH, toutes les infos en exclu sur RH Matin et Newstalk RH, évidemment. Merci à tous. Et puis, je conclurai par le mot de Juliette. Merci pour ce webinaire. Top, point d'exclamation. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.